Dernière partie de la grande table, Caroline Brouist. Nous parlions littérature et politique en première partie. Eh bien, nous allons continuer. Il y a quelques semaines, nous recevions à cette grande table l'historien Patrick Boucheron, qui a écrit un texte littéraire avec Mathieu Riboulet sur les événements de janvier 2015. Là, c'est un écrivain, qui par ailleurs est éditeur et traducteur, qui écrit un texte politique, montrant par là même les liens consanguins entre littérature et politique, entre langue et politique. Bonjour Frédéric Boyer. Bonjour. Et bienvenue à la grande table. Ce livre s'intitule « Quelle terreur en nous ne veut pas finir ». Il est publié aux éditions POL et c'est aussi un livre d'actualité puisqu'en ce moment se réunissent au sommet de Bruxelles les dirigeants des 28 États membres de l'Union européenne qui tentent de répondre à l'afflux de migrants et c'est le sujet, le point de départ, je dirais même, de votre essai, récit, cri de colère, vous allez nous le dire. Ils parlent tous au sommet de Bruxelles de quotas, de volontariat, mais jamais d'accueil, jamais d'ouverture des frontières. Pendant ce temps, des chercheurs planchent sur cette question de l'ouverture des frontières. Ce serait même devenu un véritable objet d'étude. C'est en tout cas le sujet de l'article à paraître en une du supplément Culture et Idées du journal Le Monde, dont on est partenaire aujourd'hui. Un article signé Maryline Baumard. Bonjour à vous. Bonjour. Maryline Baumard, qui est spécialiste aujourd'hui des questions d'immigration pour le journal Le Monde. Frédéric Boyer, de quoi part votre texte? D'une indignation, d'une colère, d'un sentiment d'impuissance, de tout ça à la fois? Oui, enfin, moi, mon texte partait d'abord d'une réaction à tout un discours ambiant qui prend de plus en plus de place un peu partout, dans les médias, autour de la question de l'identité et autour de la question, effectivement, de la question d'une sorte d'histoire imaginaire et fantasmatique qui serait la nôtre, de ce qu'on aurait à défendre, contre laquelle on devrait se battre pour essayer de maintenir une origine qui serait la nôtre. Et donc moi je suis parti de là effectivement, et j'essaie d'inverser les choses et de dire mais posons-nous vraiment la question de la valeur qui nous a fondés, quoi, des valeurs qui ont fait que même le monde occidental, puisqu'on parle de lui comme ça, existe et a pu se maintenir et se transmettre avec les aventures que l'on connaît. Eh bien, contrairement à ce que racontent beaucoup de gens, de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui, de façon que je trouve extrêmement pédante et parfois ridicule, nous venons pas d'une valeur de fermeture et d'identité forte, nous venons au contraire d'ouverture, de transmission, de rencontre et d'accueil, même si parfois et souvent, mais ça va de pair, c'est violent, c'est difficile et c'est compliqué. Voilà. Et beaucoup de guerres, bien sûr. Non, mais bien sûr. Aussi beaucoup par la force. Bien sûr, mais nous venons de mondes différents, voilà, qui se sont rencontrés, qui se sont fait la guerre, qui se sont aussi mixés, qui se sont traduits. Je pense que la traduction, par exemple, est un immense ferment du monde occidental, que ce soit depuis le monde gréco-romain jusqu'à toute la chrétienté médiévale. C'est un monde de traduction et de transmission, voilà. Donc voilà, moi je pars de ça. Et après, il se trouve qu'effectivement, au cœur de ça, il y a cette question des flux migratoires qui va devenir, je pense, une des questions énormes de notre monde. Mondialisé, effectivement, mais paradoxalement, ce monde mondialisé découvre cette question des flux migratoires. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Qu'est-ce qu'ils racontent? Et là aussi, bon, moi, je suis prêt à toutes les... Mais ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que ces gens-là sont en train d'écrire une histoire inédite de notre monde, enfin, actuel, et que cette histoire, il faut la prendre en compte aussi. Alors après, moi, je veux pas faire le béni oui-oui et dire tout est merveilleux, ouvrons les frontières et on accueille tout le monde. C'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut pour nous, pour notre monde? Quelle est l'histoire que l'on va raconter? L'histoire que l'on va raconter, pour moi en tout cas, eh bien, c'est une sorte d'odyssée. Et tous ces migrants racontent une odyssée contemporaine. Et il faudra bien qu'on en fasse quelque chose. Voilà, on ne pourra pas s'y opposer. Et ce que vous montrez, Maryline Baumard, dans votre article, c'est que justement, aujourd'hui, les chercheurs ne se disent pas que l'ouverture des frontières, c'est béni oui-oui, justement. Ah non, c'est pas du tout béni oui-oui, d'après leurs travaux, puisqu'en fait, vous avez raison, Caroline, c'est des travaux qui sont nombreux, qui commencent à dater, et d'ailleurs qu'on trouve aux deux hémisphères, si on peut dire, on les trouve aussi bien chez les économistes qui eux parlent de mondialisation et s'intéressent à la circulation donc des marchandises, des capitaux, et qui disent si on laissait aussi circuler les hommes, on créerait beaucoup plus de richesses. Et puis on trouve aussi cette thèse qui est développée chez des politologues qui eux ont étudié les flux migratoires et qui sont capables de montrer aujourd'hui que si on ouvrait les frontières, imaginons qu'on ouvre toutes les frontières à l'instant T globalement sur toute la planète, eh bien l'Europe ne serait pas envahie demain aucunement.
Ça vous fait sourire, Frédéric Boyer? Ah non, parce que je trouve c'est réjouissant qu'on mette ce genre d'idées sur la table, parce que c'est quand même c'est pas ce qu'on entend d'habitude. Dans l'article que j'ai lu, donc grâce à vous, vous dites la proportion de la population migratoire aujourd'hui représente un peu plus de 3%, je crois. Tout à fait, Au 19e 3,2. siècle, 10%. Donc on voit bien qu'on est. Alors évidemment, il faut pas tout comparer comme ça, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que moi, en tout cas, le sens de mon propos, j'ai pas cette connaissance-là, mais le sens de mon propos, c'est effectivement d'arrêter dans le discours contemporain la part fantasmatique. Voilà. Quand on dit attention, tout l'étranger arrive, toute la misère du monde tombe sur nous, c'est très grave, parce que à partir de là, vous bloquez le discours, vous bloquez la pensée, vous bloquez le raisonnement. Marine Beumard. Oui, je suis assez d'accord avec vous, mais ce qui est très grave, c'est de se rendre compte qu'en fait, ce discours fantasmatique, il a été totalement intégré par les politiques. Et aujourd'hui, moi, je suis journaliste, je viens Par du une bonne secteur. partie de la population. Tout à fait. Mais alors justement, je viens du secteur de l'éducation, où la recherche, les travaux de la recherche étaient quelque chose qui était utilisé, qui sont utilisés par les politiques. Or, on se rend compte que quand on travaille sur l'immigration, là, la frontière, et permettez-moi l'image, elle est totalement hermétique entre ces deux mondes. Pourquoi ? Parce que en fait, les politiques travaillent sur l'opinion publique. Qu'est-ce que mon opinion publique va penser d'eux ? Donc, à partir du moment où on part de ce présupposé-là, vous voyez, on tourne en rond et on n'arrive jamais à penser à côté et à changer de modèle. Et c'est bien la situation face à laquelle on se trouve aujourd'hui. Mais cette part, pour être fantasmatique, n'en est pas moins réelle dans les esprits, comme vous dites. Et si elle est là dans les esprits, c'est sans doute qu'il y a aussi d'autres causes dont il faudrait peut-être parler, ou en tout cas apporter des réponses, avant peut-être que cette opinion puisse changer. On a l'impression que là, aujourd'hui, c'est bloc contre bloc, et qu'on ne fera pas changer l'opinion de ceux qui pensent que c'est l'immigration qui est un problème, en disant simplement, mais non, il n'y a pas de problème. Oui, Mais c'est déjà arrivé dans c'est l'histoire. fantasmatique. Frédéric Boyer. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est déjà arrivé. Très récemment, c'est déjà arrivé. Avant-guerre, on pensait voilà que les Juifs étaient le problème. Voilà, c'était alors on a toujours à lutter contre ça. Moi, c'est tout ce qui m'intéressait, ce que j'ai voulu montrer juste, c'est dire, il faut faire attention. À partir du moment où on commence à céder à la tentation, effectivement, de stigmatiser, que ce soit une population ou effectivement, où la figure de l'étranger, la figure du fugitif, la figure du migrant, c'est la figure fondatrice de notre civilisation. Le migrant, c'est la figure fondatrice de notre civilisation. Si aujourd'hui notre civilisation dit on n'en veut pas, elle va couler. Voilà, c'est ce que je pense vraiment. Frédéric Boyer, il me semble important de dire, avant qu'on poursuive cette émission, c'est que votre livre n'est pas un essai sur l'ouverture des frontières. Hein. L'article de Marilyn Beumard est un article qui porte sur l'ouverture des frontières. C'est un article enquête même. Votre livre porte beaucoup plus, me semble-t-il, sur l'hospitalité. Il m'a d'ailleurs fait penser à un livre ancien maintenant de Jacques Derrida qui s'intitulait De l'hospitalité, qui date de 1997, dans lequel il écrivait quelque chose comme ceci. Calculer les risques, oui, mais ne pas fermer la porte à l'incalculable, c'est-à-dire à l'avenir et à l'étranger, voilà la double loi de l'hospitalité. Est-ce que ce n'est pas ça votre livre au fond, Si, Frédéric Boyer ? en tout cas, tout à fait. Je suis heureux que vous citiez effectivement Jacques Derrida. On pourrait citer aussi de grands penseurs qu'aujourd'hui on cite beaucoup moins, comme Emmanuel Lévinas, comme Paul Ricoeur, des gens qui ont essayé de faire comprendre qu'effectivement la pensée contemporaine, la pensée européenne, puisqu'on va parler d'elle, s'est construite sur cette question-là. Voilà, la question de l'hospitalité, la question du rapport à l'autre, la pensée chrétienne même, vous dites. Il faut relire relire la Bible aussi. Voilà. Mais, oui, parce que ça, vous ne le dites pas trop souvent. En tout cas, ça reste un peu en arrière-plan. C'est quand même une pensée chrétienne que vous avez sur ces questions. Vous exagérez, Antoine. Il cite la première lettre de Jean. Celui qui, possédant les biens de ce monde, voit son frère dans la misère et lui ferme son cœur. Comment l'amour de Dieu serait-il en lui ? Vous affichez clairement, Frédéric Boyer. Oui, mais ça, je le cite parce que ça fait partie effectivement de tout un corpus d'où nous venons, puisqu'on n'arrête pas de nous seriner. On vient, attention, on va perdre notre origine, on va perdre d'où on vient. Ben, je dis oui, on est en train de le perdre à cause, alors moi je vais le dire, de pseudo-intellectuels qui écrivent des livres qui sont truffés de conneries, quand même, excusez-moi, à la fois sur la pensée, sur l'histoire. Hein, par exemple, la question de l'hospitalité... Je parlais de colère, vous êtes très énervé en fait. Non, mais parce que j'aime bien m'énerver. La question de l'hospitalité, elle est fondatrice de notre monde. Voilà, elle est fondatrice de la cité grecque, elle est fondatrice effectivement dans la Bible hébraïque. La Bible hébraïque raconte qu'on vient effectivement d'une migration. Voilà, le premier mot qui qualifie Abraham, c'est guerre en hébreu. Ça veut dire l'immigrant, celui qui migre d'un pays à l'autre. Et c'est lui qui fonde, comme on dit, les trois monothéismes. Donc on est fondé sur la migration, voilà. Et les cités bibliques se posent la question de l'hospitalité. C'est difficile, il y a des meurtres, il y a des rejets, mais cette question-là, racontons-la encore et essayons de voir comment la raconter aujourd'hui.
France Culture, la grande table, Caroline Brouet. Avec notre invité aujourd'hui, Frédéric Boyer, auteur de Quelle terreur en nous ne veut pas finir, un livre édité aux éditions POL, et autour de la table avec nous Antoine Mercier et Maryline Baumard, qui est spécialiste des questions d'immigration au journal Le Monde. Alors justement, oui, Monsieur Boyer, d'accord, vous intervenez sur ce sujet, vous citiez tout à l'heure Derrida, mais quand on écoute aujourd'hui, il y a bien peu d'intellectuels qui se battent et qui abordent aujourd'hui ce sujet. Pourquoi? Comment est-ce que vous expliquez un petit peu le fait qu'ils aient déserté ce terrain? Moi, je pense, pour faire un petit jeu de mots, et on comprendra, c'est une défaite de la pensée. Voilà. La défaite de la pensée, c'est celle-là, c'est pas celle dont il parle l'autre. Voilà. La défaite de la pensée, c'est-à-dire Alain Finkielkraut. La défaite de la pensée, c'est celle-là. C'est oublier de penser l'autre. C'est bizarre d'ailleurs qu'Alain Finkielkraut et soit dans cette défaite-là, parce que il a écrit de très beaux livres lui là-dessus autrefois. Et c'est effectivement une question, moi je me l'explique pas. Pourquoi on abandonne cet héritage-là? Pourquoi on abandonne cette question? Si on y, mais il vous si répondrait oublie... la société. Je suis pas Alain Finkielkraut, mais non, disons que je vais essayer de, parce que j'ai compris, lu l'identité malheureuse. Il est venu s'en expliquer autour de la table. Il vous expliquerait que la société a changé, que le monde a changé. Donc la défaite de la pensée qui a à peu près 30 ans aujourd'hui, il ne peut plus penser de la même façon parce que ce n'est pas lui qui change, c'est la société qui change. Non, je suis pas du tout d'accord avec ça. D'abord, la société, elle change bien sûr. Heureusement que la société change. Heureusement que les sociétés évoluent. Et c'est là, et si vous voulez, c'est intéressant. C'est le point aveugle. C'est-à-dire, on fait toujours référence à quelque chose qui ne devrait pas changer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que donc vous demandez une désessentialisation finalement des nations. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Marcel Détienne parlait de dénationaliser les histoires nationales dans son ouvrage, qui était un merveilleux ouvrage, Comment être autochtone. Et pourtant les nations existent alors. Mais les nations existent, mais elles ont existé aussi de la rencontre, elles ont existé aussi de l'affrontement. Mais c'est comme si on voulait qu'il n'y ait plus d'affrontement, plus de rencontres, plus de. C'est très très étrange. Mais donc c'est pour ça que je dis c'est un fantasme, et c'est très grave le fantasme, parce que ça empêche tout, ça va empêcher toute histoire, toute pensée. Donc il y aura encore des guerres, il y aura encore des migrations, et il faudra se mettre à accueillir, il faudra toujours dépasser ce moment de haine et de peur, c'est pour ça que j'ai appelé ça. On est dans la terreur aujourd'hui. D'accord, mais dans le cadre des nations, dans le cadre des nations, il faut faire ça. Ça peut pas se faire dans aucun cadre, c'est ça un peu le paradoxe. Je dis pas, non mais attends, moi de toute façon, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, et je le revendique vous abordez quand même des questions d'actualité. Sur ce sujet-là, vous savez, on peut invoquer cette idée de gouvernance internationale, comme le BIT est une gouvernance internationale du travail quelque part, on peut, et c'est ce que les chercheurs invoquent, c'est cette idée de gouvernance générale qui va par-delà les nations et qui pourrait, qui est en réflexion, en tout cas dans certains cercles étroits, je le concède, mais sur les migrations. Tout à fait. Et puis posons-nous l'inverse. Alors qu'est-ce que vous voulez faire alors? Donc vous ne voulez pas penser l'accueil. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'on me le dise, qu'est-ce qu'on fait? On construit des murs, on construit qui est le vous qui pense? Non mais le vous. Qui est le vous quand on dit vous pensez l'accueil? Non, mais ceux qui pensent, attention, on ne peut pas accueillir tout le monde, les flux migratoires sont un danger pour la cohésion de nos sociétés, pour l'économie. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Mais ça peut être vrai, Frédéric Boyer. Mais je dis pas que c'est faux. Vous partez du principe que ça n'est pas vrai. Non, et que dans l'histoire, parce que dans l'histoire, il y a eu des guerres, il y a eu de la violence, mais il y a eu en permanence accueil de l'autre, accueil de l'étranger, que les sociétés se sont fondées sur cette mixité. Mais certains aujourd'hui pensent que si, bien sûr, on va au devant des guerres et on va au devant d'une invasion et d'un remplacement. Comment répondre à des gens qui ont réellement ce fantasme autrement qu'en leur disant vous êtes des cons? Le grand remplacement, c'est pas celui qu'on pense. Le grand remplacement, c'est pas celui dont parlait M. Quatrepoint. D'ailleurs, effectivement, c'est un grand remplacement de la pensée financière et économique mondiale, mais qui est plutôt préoccupante qu'un grand remplacement de population. Franchement, et ce terme est scandaleux de toute façon, de grand remplacement. Voilà. D'abord, c'est historiquement, c'est une bêtise. Il appartient à Renaud Camus. Oui. Faut dire historiquement, c'est une bêtise, ça ne s'est jamais vérifié, il n'y a pas eu de grand remplacement. Enfin, tout ça est ridicule. Par contre, et je vous réponds, moi, c'est pour ça que je dis que je suis pas béni oui. Bien sûr que ça provoque de l'affrontement, des guerres, bien sûr, mais il faut accepter aussi cette difficulté-là. Il faut dire oui, on ne peut pas ne pas reculer devant un flux effectivement qui pourrait nous paraître trop grand, trop massif, mais en même temps,
on doit essayer de penser l'accueil, de le permettre, de l'autoriser. Et si on quitte cette pensée de l'accueil, eh bien, on va vers des drames pires. C'est aussi ça qu'il faut penser. Finalement, Frédéric Boyer, vous vous mettez dans la position du prophète. D'ailleurs, vous citez Isaïe en exergue. Ce que ce peuple appelle complot, ne l'appelez pas complot. Ce qu'il craint, ne le craignez pas. Vous êtes un prophète. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire Isaïe là? Disons que c'est la parole d'Isaïe, effectivement, que vous citez, que j'aime bien, effectivement. C'est-à-dire que, c'est un peu ce dont on parlait simplement. C'est-à-dire que il est tout à fait naturel que des populations, que des nations puissent penser des certaines choses, mais il est aussi peut-être parfois nécessaire de s'y opposer. Il est peut-être parfois ce que vous appelez complot, ne l'appelez pas complot. Quand on nous dit il y a un immense complot migratoire pour nous remplacer, eh bien dites aux gens c'est faux, c'est pas un complot, c'est pas vrai, il y a pas de complot. Et la pensée complotiste, elle est quand même dominante aujourd'hui partout. C'est quand même très très étrange. C'est pour ça que c'est intéressant l'enquête du Monde, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui parlent. On peut peut-être les contester, je sais pas, mais on voit que c'est des gens qui pensent que non, c'est pas un afflux migratoire extraordinaire qui est en train de nous envahir, c'est même peut-être moins qu'avant, que non, peut-être que même que ouvrir les frontières pourrait permettre une circulation plus intéressante des richesses, de la création. Bon, donc, je dis pas que forcément ils ont raison et que les autres ont tort, je dis que essayons d'ouvrir ça. Mettons fin effectivement à la pensée complotiste et un peu paranoïaque, et c'est parce que sinon nous allons vers de graves dangers. C'est cela. Ensuite, la question du prophète, oui, on a besoin aujourd'hui. On a besoin de pensée prophétique aujourd'hui, puisque vous parlez. Il y en a plus aujourd'hui. Voilà, il y a plus de pensée prophétique aujourd'hui. Une pensée prophétique, c'est pas celle qui prédit l'avenir, c'est celle qui raconte l'histoire du présent et qui essaye de sortir des impasses de l'histoire du présent. C'est ce que fait. Est-ce que l'écrivain peut faire ça? Il y a des écrivains qui l'ont fait. Frédéric oui, Boyer, sûr, oui. Non, je ne présente pas du prophète, mais il y a des écrivains qui l'ont fait, évidemment, oui, bien sûr. Des philosophes ou des... Marilyn Baumard. Dans votre livre, vous gommez, à mon avis, une dimension, c'est qu'aujourd'hui, l'accueil, on veut bien, mais on veut bien accueillir les riches. En fait, ce qui est totalement sous-jacent dans l'ouvrage, c'est que ce dont on ne veut pas, c'est les indésirables, c'est les pauvres, c'est les noirs, c'est... non ? Si, bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la question de l'accueil, effectivement, parce que ce livre n'est pas que sur la question de la migration, il se trouve que c'est, mais effectivement, non, c'est la question de l'autre. C'est l'autre, et c'est l'accueil de cette figure qu'on ne reconnaît pas. Parce que vous parliez d'Isaïe, vous savez que l'ultime dans la Bible hébraïque, l'ultime figure messianique, c'est celui qui est défiguré, celui que vous ne reconnaîtrez pas, il est défiguré, c'est le pire d'entre vous et vous le mettrez à mal, voilà. Et dire c'est lui le Messie, voilà. Ce qui est un scandale. Donc, effectivement, dans toute l'histoire de l'Europe, il y a toujours eu cette question de la figure de l'autre défiguré qui traverse notre paysage et que l'on doit accueillir ou pas. Et c'est autour de lui que se situe peut-être, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moi, c'est mon seul rôle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la dernière limite de l'humanité, la dernière limite de ce pourquoi nous sommes humains. Voilà, et moi je pense qu'avec cette question des flux migratoires, des guerres, de la terreur, la fois la nôtre dans notre cœur, en nous, qui nous empêche peut-être de nous ouvrir, et celle de ceux qui déferlent et qui produisent la terreur, pour moi tout ça est lié. C'est-à-dire que plus nous serons nous-mêmes terrorisés par nous-mêmes, plus nous produirons de la terreur à l'extérieur de nous. Eh bien, nous sommes en train d'atteindre les limites de ce qu'est l'humanité, et il faut se battre pour garder cette fragile barrière qui fait de nous des êtres capables de vivre ensemble, même si parfois on se fout sur la gueule. Et vous en faites une question de morale, Frédéric Boyer. Quel est le sujet de ces pages? Peut-être bien la morale, ce sont vos premiers mots. Parce qu'on nous serine des leçons de morale que je trouve inacceptables tous ces derniers temps, et donc oui, c'est la morale, mais qu'est-ce que c'est que la pointe de la morale et de l'éthique? C'est effectivement reconnaître que nous ne sommes rien sans l'autre et que nous devons tout faire pour accueillir l'autre, même dans ses limites, même si l'autre est insupportable. Je suis promis à dire que moi, parfois, l'autre m'emmerde, mais si nous sommes humains, c'est parce que nous sommes là pour vivre avec les autres, les accueillir, quels qu'ils soient. Alors on pourrait vous reprocher le côté béni oui, on pourrait vous reprocher le côté bonne pensance ou bon sentiment, on pourrait aussi vous reprocher, Frédéric Boyer, de ne pas avoir les pieds sur terre, c'est-à-dire de ne pas voir qu'aujourd'hui, il y a du chômage un peu partout et qu'on ne peut pas accueillir tout le monde parce qu'on n'a pas de quoi payer et on n'a pas de quoi offrir du travail à tout le monde.
Ouais, c'est là où l'enquête. Non, c'est là où l'enquête est intéressante parce que c'est là où l'enquête est intéressante parce que tout le monde ne pense pas ça. Voilà, il y a des spécialistes, ceux dont je ne suis pas, qui ne pensent pas que on ne peut économiquement, nous sommes incapables d'accueillir d'autres travailleurs ou d'autres immigrants. C'est pas vrai. Que c'est vous le dites dans les économistes le disent. Les économistes le disent effectivement que voilà, on est sur un marché du travail par créneau très sédimenté et qui a pas forcément voilà qui a pas forcément recoupement et que un étranger qui va arriver en France ne prendra pas forcément le travail d'un Français. Et d'ailleurs, si on reste sur le terrain économique, toutes les études sur l'impact économique de l'accueil de migrants montrent que c'est positif pour l'économie d'un pays. Voilà. Mais ça n'est pas audible. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas audibles sur le sujet aujourd'hui. Frédéric Boyer, qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour renverser la donne, pour retrouver une forme d'empathie? Il y a une phrase qui me semble très forte dans votre livre, Quelle terreur en nous ne veut pas finir. C'est la phrase, au moment où vous dites, ce que nous ne pouvons, C-E-U-X, que nous ne pouvons pas accueillir, eux-mêmes ne voudraient finalement pas de nous. Est-ce que ce serait de renverser les choses, c'est-à-dire qu'on se mette à leur place et qu'on n'imagine plus nous à leur place pour finalement être dans autant d'indifférence? Et comment faire pour retrouver cette possibilité d'empathie? C'est là, parce qu'on parlait de culture, et c'est là aussi où je pense qu'il faut se battre. La culture, ça sert à ça. Voilà. La culture, ça sert à se mettre à la place de l'autre ou des autres, même de façon extrême, même de façon très inconfortable. Hein. C'est pas, mais et qu'effectivement, peut-être, on devrait aujourd'hui davantage essayer d'ouvrir ça, d'essayer de faire place. Mais il y en a, mais à ce que c'est que le vrai mouvement de création culturelle. Voilà, le vrai mouvement de création culturelle, c'est effectivement quand vous vous déplacez, quand vous allez ailleurs, quand vous prenez effectivement la place de l'autre, quand vous permettez à vos lecteurs, à vos, je sais pas, de se délocaliser littéralement, et effectivement de faire l'expérience de l'altérité. Voilà. C'est pour ça que je dis, c'est les questions. Après, on peut traiter de questions économiques, de questions politiques qui sont graves, mais il faut de toute façon rappeler que si nous commençons à construire des sociétés qui se disent mondialisées, ce que le paradoxe, se disent mondialisées, qui en même temps construisent des barrières et des frontières, ces sociétés-là vont à leur perte. Voilà. Il y a l'altérité, puis alors, pour essayer d'aller un peu plus loin dans l'analyse de ce que vous dites nous sommes devenus si peu messianiques, si peu ouvert, c'est la fin du livre, si peu ouvert au travail du temps, si peu sensible à ce qui vient, si peu affecté par l'attente. C'est quoi cette maladie-là, Frédéric Boyer? Alors c'est très étrange, parce qu'on est dans un monde effectivement mondialisé, un monde qui a le culte de la technique, de la science et de la transformation, qu'elle soit génétique, biologique, etc. Et en même temps, on est dans un monde qui veut de moins en moins finir. Moi, je pense qu'il faut qu'on accepte que notre monde est mortel. Voilà, notre civilisation aussi est mortelle. Comme vous et moi, nous sommes mortels. Et que donc, effectivement, une pensée messianique, une pensée qui va s'ouvrir au futur. C'est pas une pensée de la mort, quand même, une pensée messianique. Non, c'est pas une pensée de la mort, mais c'est une pensée qui sait aussi que le temps que l'on vit, le présent que l'on vit, est un temps mortel, et qu'il faut accepter cette mortalité-là de nous tous, notre finitude, pour pouvoir s'ouvrir aux temps qui viennent et à ceux qui viennent aussi. Voilà. Mais c'est aussi, ça peut être une peur, ça. Mais c'est le sujet du livre, effectivement. Précisément non, mais c'est le sujet du livre. Et je dis pas, moi j'accuse pas, moi je l'ai cette peur. C'est le sujet du livre. Nous vivons dans cette peur. Mais apprenons à la penser, apprenons peut-être à la domestiquer, et soyons sensibles à peut-être à des pensées qui nous aident à sortir de cette terreur. Parce que si nous n'en sortons pas, effectivement, là pour le coup, nous allons tout détruire. Voilà. Les civilisations, elles se sont transmises. La transmission, elle se fait parfois dans la douleur, parfois dans la violence, mais la transmission, elle se fait aussi, à un moment donné, on accepte de se métamorphoser. Sauf que le programme que nous proposez d'accepter de mourir n'est pas très encourageant quand même. En même temps, c'est la réalité, Antoine Mercier. Bon. Marilyn Baumard. Oui, et
tout ce qui sous-tend aussi votre livre, c'est la mort donc des civilisations. Mais ça veut dire quoi concrètement la mort de notre civilisation? Comment vous voyez les choses, notamment puisque vous voyez bien qu'en termes d'hospitalité, c'est pas le sommet européen qui va donner des réponses. Là. Non, mais c'est Frédéric parce que Boyer. c'est un raisonnement, si vous voulez. C'est parce qu'on est en train de nous raconter que effectivement que notre civilisation serait en danger. Alors d'abord, bon, c'est une phrase complètement énorme. Qu'est-ce que c'est civilisation? De quoi parle-t-on? C'est assez difficile de savoir d'ailleurs souvent. Mais donc ce que je réponds, c'est que de toute façon, les civilisations meurent, c'est ce que je disais tout à l'heure, et que effectivement ce qu'on appelle notre civilisation, peut-être aujourd'hui, elle n'existe déjà plus, et que les civilisations, ça veut rien dire qu'elles meurent. Les civilisations se sont transformées. Regardez la formidable histoire du monde gréco-romain, par exemple, qui est un monde qui s'est transformé par absorption, par mixage et par régénération, et aussi par mort. Et de là est né un monde de transmission assez extraordinaire, sur lequel nous vivons encore aujourd'hui. Donc nous aussi, nous devons être dans ce travail-là. Et ce travail-là, il est déjà là. Et vous voulez garder quand même la valeur fondamentale qui a constitué, disons, le monothéisme, avec ce rapport à l'accueil, à l'altérité, à l'hospitalité. Est-ce que ça, c'est pas une manière aussi de résister sur des positions qui seraient oui, parce qu'après il y a de groupe? Oui, parce qu'après il y a des combats. Parce que tout le monde ne partage pas cet avis, quoi. C'est ça. Non, oui, mais après parce qu'il y a des combats. On peut dire de valeur et de civilisation, effectivement. Mais je pense que comme on disait autrefois, le bon combat, ils ont combattu le bon combat. On disait ça dans les romans de chevalerie. Combattre le bon combat aujourd'hui, c'est combattre pour effectivement essayer de maintenir notre rapport à l'autre et ce qu'on appelle l'hospitalité, c'est-à-dire le fait que de toute façon, je suis convoqué à la venue de l'autre. Voilà. Vous proposez de nous préparer à la multiplicité, à penser une pragmatique du multiple qui serait une politique du monde respectueuse des multiplicités, de la construction de toute mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire, Frédéric Boyer? Ah, là, il faut 3 heures d'émission. Non, mais oui, toute mémoire est multiple. Et toute mémoire, une vraie mémoire, c'est une mémoire qui a conscience de ses propres aventures, et de ses propres migrations. Voilà, relisez le livre 10 des Confessions d'Augustin, que je connais un peu. Il y a une très belle description de la mémoire qui est magnifique. Effectivement, il dit la mémoire, ce sont des campi, c'est-à-dire des prairies, des champs dans lesquels je cours pour attraper quelque chose. Et c'est de ces courses, comme ça, de la mémoire que nous construisons quelque chose. Et dans la mémoire, on rencontre. La mémoire est aussi le lieu de l'altérité. Ça n'est pas que le lieu de la forteresse, si vous voulez. Donc c'est ce qui m'intéressait. Et la mémoire, elle est là pour, effectivement, elle n'existe que si elle est capable. C'est comme la régénération, si vous voulez, des tissus. Tout ça. Que si elle n'est capable d'accueillir des multiplicités, d'autres qu'elle-même. C'est comme ça. Toute civilisation s'est construite comme ça. C'est ce discours de dire nous sommes seuls, uniques, nous avons un discours unique, une pensée unique, nous avons une histoire unique qui s'est faite pour nous, par nous. Mais c'est aberrant, mais c'est une telle bêtise. Et donc, même si je caricature un peu en disant ça, mais c'est quand même ça. Et dire qu'effectivement aujourd'hui le destin de l'humanité c'est de travailler sur la multiplicité des identités, des formes de nations, bah oui, ça me paraît une évidence. La mixité, vous dites. Et la mixité aussi. Oui, qu'est-ce que vous espérez avec ce texte? Un électrochoc? Rien, non, moi je n'ai pas la prétention de créer des électrochocs. Non, moi je l'ai fait personnellement parce que j'étais en colère, voilà, contre certaines pensées, voilà, et je trouve qu'aujourd'hui ça envahit le discours. On parlait tout à l'heure de défiance comme ça dans les relations internationales. Ben, on est dans un climat de défiance dans la pensée contemporaine. Voilà, voilà, moi aujourd'hui, que dirait un Paul Ricoeur de tout ça? Je peux vous dire, moi j'ai travaillé avec lui, je l'ai connu, je peux dire que ça gueulerait sec. On parlait de Jacques Derrida, c'est pareil. Ces pensées-là, elles sont complètement oubliées. Bon, moi j'essaye de leur donner encore un petit peu de crédit, voilà. Marine Momard. Mais oui, mais là, quand on vous écoute, vous le faites, bon, ici avec conviction, mais quand on vous dit comment le porter plus loin, vous baissez déjà les bras. Donc, est-ce que c'est pas aussi toute la défaite de, je le répète, de cette classe d'intellectuels, d'écrivains, d'artistes, qui aujourd'hui ne nous rappellent pas, nous, société française et plus généralement européenne, à ce qui est un petit peu, à ce qui est essentiel. Bon, alors d'abord, il y a beaucoup d'artistes qui sont dans ces combats-là quand même. Faut pas non, mais je dis artistes au sens
large. Il y a des musiciens, des chanteurs, des hommes de théâtre. Bon, il y a quand même pas mal de... mais non, oui, là où vous avez raison, c'est sur la question de la pensée. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, finalement, les grandes voies philosophiques contemporaines ne se portent pas sur ces questions-là. Mais moi, je vous prédis qu'elles vont y venir. Voilà. Parce que ce qu'il faut dire, moi, je ne veux pas être... Ce qu'il faut dire, c'est que ça va faire mal. Hein. Ça va faire mal. Voilà, effectivement. Ouais, on va se réveiller avec une énorme gueule de bois. The Soul Jazz Orchestra Kingdom Come. Merci beaucoup à vous, Frédéric Boyer, d'être venu au micro de la Grande Table aujourd'hui. Je rappelle le titre de ce livre, Quelle terreur en nous ne veut pas finir, publié chez POL, où vous avez donc traduit les Confessions de Saint-Augustin sous le titre Les Aveux.